Il passe par un concours, ne s'arrête pas à un seul rôle et chacune de ses décisions impacte toute la communauté éducative. Faut-il avoir obligatoirement enseigné avant pour prétendre à la casquette de personnel de direction? Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. La seconde juridique, le personnel de direction et son rôle pédagogique. Une fois n'est pas coutume, le Code de l'éducation ouvre le bal avec toute une sous-section dédiée au chef d'établissement. Article R 421-8 à article R 421-13. Le chef d'établissement y est décrit comme le représentant de l'État et l'organe exécutif au sein de son établissement, censé être systématiquement secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint. D'où le fait que derrière le terme de personnel de direction, il n'y a en réalité pas qu'une seule fonction accessible. Dans son organisation, l'éducation nationale se découpe entre enseignement public et privé, et de l'autre côté, l'enseignement agricole public ou privé. Avec ça, on a forcément des textes spécifiques à chaque structure. Dans l'enseignement public, c'est le décret du 11 décembre 2001 qui régit le statut des personnels de direction. Dans ce décret, on y trouve toutes les dispositions liées au recrutement, au classement, à l'avancement, à la nomination, à l'évaluation, la mutation ou le détachement des personnels de direction. Mais rien n'apparaît sur leur rôle pédagogique. Sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale et du diocèse concerné, l'enseignement privé a sa propre sous-section dédiée dans le Code de l'éducation. Article L 441-1 à article L 445-2. Ici, pas question de pédagogie, ça concerne uniquement le fonctionnement du privé. C'est dans le statut de l'enseignement catholique en France, daté de juin 2013, que les personnels de direction sont évoqués, en particulier dans la troisième partie et sa section 4. Ceci dit, la référence, c'est plutôt le statut du chef d'établissement de l'enseignement catholique, voté en mars 2017. Un document divisé en 7 grands chapitres qui ne laisse rien au hasard, y compris sur le rôle pédagogique du père-dire. Pour paraphraser grossièrement, il a la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de son établissement, en plus de la responsabilité pastorale due au contexte privé catholique. Reste l'enseignement agricole sous double tutelle des ministères de l'Éducation nationale et de l'Agriculture. Ici, en plus du Code de l'éducation, c'est le Code rural et de la pêche maritime et son livre 8 qui déterminent les bases et le fonctionnement des établissements agricoles publics et privés. Toute une sous-section dédiée à l'enseignement et la formation professionnelle agricole. Article L 810-1 à article L 815-4. Question rôle pédagogique, il y est rappelé que le chef d'établissement ou directeur est associé à l'appréciation de valeurs professionnelles des enseignants et de fait aux décisions concernant le déroulement de leur carrière, là où ce n'est pas le cas de l'agricole public. Le statut du chef d'établissement d'un établissement du CNEAP complète les rôles du père-dire. CNEAP désigne le Conseil national de l'enseignement agricole privé, l'organisme qui rassemble tous les établissements agricoles privés. Le doc en question date de 2011 et je t'avoue que j'ai quelques doutes sur sa validité à l'heure actuelle. C'est assez difficile à déterminer. Retour sur l'agricole public avec l'article 811-26 du Code rural. Le chef d'établissement, qu'on appelle aussi couramment directeur, a une autorité qui s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut y avoir un directeur adjoint, et comme on se parle de l'agricole, le fonctionnement n'est évidemment pas le même. Par exemple, on a des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour les adultes, des centres de formation d'apprentis, en plus des exploitations agricoles et des ateliers technologiques reliés à l'établissement. C'est pourquoi il y a un directeur de centre pour chaque structure, puis un directeur d'exploitation et d'atelier, et enfin le directeur d'établissement public local, qui est un peu considéré comme le grand directeur, on va dire. La notion de rôle pédagogique reste évasive, encore une fois, et les missions spécifiques de l'agricole ne facilitent pas la tâche. Enfin, il n'y a pas de chef d'établissement dans les écoles maternelles et élémentaires, sauf exception dans l'enseignement privé, où la dénomination existe ici et là. Dans la majorité du public et du privé, on parle bien d'un directeur d'école, et on se garde tout le reste pour un futur épisode dédié à ses collègues du premier degré. De proviseur à personnel de direction, une histoire de 2 siècles.
La jeunesse démarre en 1280 avec l'Université de Paris. Fondée au XIIIe siècle, elle accueillera dans les 30 et quelques proviseurs jusqu'au début de la Révolution française. Université est à comprendre comme tous les collèges qui la composaient. D'ailleurs, on connaît l'un d'entre eux comme étant le futur lycée Saint-Louis. Plus tard, l'Ancien Régime et ses collèges royaux instituent le directeur ou le principal. Mais c'est bien en 1802 que la fonction de proviseur commence à prendre son sens actuel, notamment avec la création des lycées napoléoniens en remplacement des écoles centrales. C'est l'article 13 de la loi du 1er mai 1802, ou loi du 11 Floréal en X, qui remanie tout ça. L'administration de chaque lycée sera confiée au proviseur, lequel doit être un enseignant en couple, car le célibat lui est interdit pour minimiser le nombre de clercs dans les rangs. Entre nous, ça va pas fonctionner des masses. Le proviseur est alors assisté de deux adjoints, le censeur qui deviendra plus tard le proviseur adjoint, et le procureur gérant, celui qu'on peut considérer un peu comme l'ancêtre de l'adjoint gestionnaire. L'université impériale est créée avec le décret du 17 mars 1808. D'abord, l'obligation d'être marié finit par devenir l'obligation du célibat. Mais surtout, une distinction éternelle voit le jour. Le proviseur dirige le lycée avec son censeur, tandis que le principal est à la tête du collège, avec éventuellement un régent pour le seconder. C'est dans ce même décret que le corps unique des fonctionnaires des collèges, lycées et facultés est officialisé, en même temps que la création des grades universitaires. Pour espérer devenir proviseur, il faudra désormais posséder un doctorat. Dans l'émission, on ne parle pas encore pédagogie ou pilotage. Il s'agit d'exécuter des règlements relatifs à la discipline, la comptabilité et l'enseignement. 75 proviseurs nommés entre 1802 et 1814, et 1821 arrive avec de nouvelles attributions pour le proviseur. Il reste toujours actif dans la discipline, via notamment la surveillance des études, des mœurs et de l'ordre, à quoi s'ajoute la santé des élèves via les visites à l'infirmerie et au réfectoire. S'y mêle une attention apportée à l'assiduité, notamment avec la vérification et la lecture du journal de classe. Eh bien oui, pas encore de surveillant général à cette lointaine époque, encore moins de conseiller principal d'éducation ou de vie scolaire. Alors l'aspect disciplinaire et suivi lui reviennent entièrement. Cependant, il ne faut pas négliger l'aspect gestion-économique qui s'intégrait encore à ses missions. En 1898, il devient officiellement ordonnateur de son établissement. Jusqu'ici, on se parle des lycées de garçons, mais l'enseignement féminin d'État voit le jour avec une loi de 1880. C'est pas trop tôt, on se dira. Pourtant, la façon de fonctionner et de concevoir la charge de directrice diffère sur pas mal de points. D'abord, l'appellation, proviseur pour les hommes, directrice pour les femmes. Ensuite, la nomination des directrices fait moins l'objet d'attention que pour les proviseurs. Le diplôme compte moins par rapport à l'expérience. Forcément, il y avait encore peu de femmes diplômées. Les directrices assurent encore de l'enseignement dont les heures varient en fonction de l'établissement, alors que les proviseurs sont complètement déchargés d'enseignement. Ensuite, à partir du XXe siècle, la question du diplôme change avec de nouvelles conditions de recrutement et aussi une obligation de certification universitaire pour asseoir la légitimité des proviseurs. Est-ce le cas des directrices? Ça, c'est moins sûr. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'au niveau des effectifs, il y avait autour de 1200 proviseurs en poste en 1914. Ça ne compte ni les principaux ni les directrices, mais les chiffres ont largement augmenté depuis 1802. À noter que la communication et la publicité aux familles et aux municipalités étaient déjà d'actualité dans le début du XXe siècle. D'ailleurs, un élément de taille dans la carrière des chefs d'établissement. Un établissement qui accueille toujours plus d'élèves est considéré de bonne réputation. Cet aspect en particulier se retrouve chez les directrices, pour qui l'avancement de la carrière est plus délicat. Les notes qui leur sont attribuées sont secrètes, donc impossible d'avoir une transparence complète dans la méthode d'attribution des postes, surtout les plus convoités, ceux en Île-de-France. Quand on a conscience de la différence assez extrême de salaire entre proviseurs et directrices de lycées provinciaux face aux Parisiens, ce manque de transparence devient une nouvelle injustice, surtout face à des méthodes aléatoires, puisque certains et surtout certaines seront toujours lésés. Zappons jusqu'à 1969 et ses réformes d'après mai 68 qui suppriment le corps des chefs d'établissement. Enseignants et conseillers d'éducation sont désormais les candidats idéaux à ces postes. Au passage, c'est ici que l'expression primus inter pares est née, comprendre premier parmi les pairs, autrement dit une hiérarchie atténuée. Le proviseur fait partie de la maison, est égal aux autres et n'est pas seul décideur. Attention, ici il ne s'agit pas encore de l'expression premier pédagogue de l'établissement.
Nouveau changement notable avec le décret dit René Monory, qui date du 11 avril 1988. Le corps des personnels de direction revient en force avec un statut à lui tout seul et un recrutement par concours, le CRPD. C'est notamment avec ce décret que la fonction s'ouvre au-delà de l'enseignant ou de tout récent conseiller principal d'éducation. À peu près tous les personnels de l'éducation nationale peuvent tenter d'y être admis, y compris ceux qui n'ont pas été remarqués d'une façon ou d'une autre par la hiérarchie. Une démocratisation de la fonction en somme, avec quand même des conditions qui limitent les candidats. Mais l'important ici reste la mobilité du personnel, puisqu'il n'est plus cantonné à un poste dans un seul établissement. Aujourd'hui, le chef d'établissement n'est plus le seul maître de la discipline ou de la santé, de la gestion économique. Il est représentant de l'État, organe exécutif, et gère les ressources humaines, la sécurité des biens et des personnes. Clairement des aspects plus vastes qu'à ses débuts, et plus éloignés des élèves en un sens. On lui demande davantage d'organisation, d'encadrement. 2017 et la réforme des carrières arrivent après d'autres tempêtes dans le statut. Le PPRC, comprendre parcours professionnel, carrière et rémunération, chamboule encore plus le corps des pairs-dire, celui-ci ne comportant désormais plus que 2 grades, classe normale et hors classe. Un décret du 11 août 2020 vient modifier les conditions de recrutement et de concours en créant le troisième concours ou la troisième voie, c'est-à-dire un concours sous conditions qui permettrait à des salariés du privé hors éducation nationale de devenir pairs-dire. Le parcours des personnels de direction en chiffres. C'est le moment où l'on répond à une affirmation régulièrement présentée sur les réseaux sociaux ou néo-profs. Il y aurait moins d'anciens enseignants dans les personnels de direction et plus de salariés du privé hors EN. C'est dans le rapport de jury de 2021 que la réponse apparaît sans laisser de doute. Le premier degré, toutes fonctions confondues, accueillait 727 candidats à l'admissibilité, dont 467 professeurs des écoles, soit 89 PE lauréats sur les 135 admis du premier degré. Au contraire, le directeur d'établissement spécialisé y était le moins représenté, 3 présents pour un seul admis, ce qui en fait aussi le meilleur taux de réussite du premier degré, 33,3%. Les fonctions d'enseignement du second degré sont les plus représentées, 1811 présents à l'admissibilité pour 328 admis, avec majorité de professeurs certifiés, 218 admis sur 1107 candidats au départ. Pourtant, ce sont les professeurs de PS qui obtiennent le meilleur taux de réussite dans le second degré, 32,1%, alors que 28 candidats passaient à l'épreuve écrite, et que seuls 9 d'entre eux étaient admis. Suite avec les personnels d'éducation, d'orientation et d'information. 22 candidats psy-EN à l'épreuve écrite, pour 5 admis au final. Donc aussi le meilleur taux de réussite de la catégorie, 22,7%. Les CPE, de leur côté, étaient 440 à se présenter à l'épreuve écrite, pour 86 admis. On en arrive à ce qui nous intéresse le plus, à savoir les personnels hors éducation nationale. Eh ben c'est très net. 71 candidats dans les autres corps de catégorie A, pour à peine 6 admis. On pourra aussi se noter que 2 maîtres de conférences ont tenté l'épreuve écrite et qu'aucun n'a été admis. Total des courses, qui a été le plus représenté? Au niveau des 560 admis, c'est bien le second degré qui se démarque avec ses 328 lauréats. Mais si on regarde du côté du taux de réussite selon le corps et la fonction, la palme va au personnel d'éducation, d'orientation et d'information. 19,7% de taux de réussite, soit plus que la moyenne de 18,2%. Et petite surprise, sur les 560 admis, 203 d'entre eux étaient faisant fonction au moment où ils se sont inscrits au concours, pour un taux de réussite assez honorable, 36,3%. On pourrait s'arrêter là, mais comme le rapport de jury de 2018 est accessible, essayons la comparaison. 158 admis dans le premier degré, dont 110 professeurs des écoles, avec cette fois un peu moins de 700 candidats à l'épreuve écrite. 410 admis dans le second degré, avec là encore majorité de professeurs certifiés, 279 au total, sur 1855 candidats à l'épreuve écrite. Ceci dit, certaines fonctions n'étaient pas présentées sur le rapport, c'était le cas des DDFPT. Côté CPE et PSI-EN, sur les 116 admis, 114 CPE pour 2 PSI-EN, avec 460 présents au départ à l'épreuve d'admissibilité. On en revient à nos autres corps de catégorie A, 65 présents à l'admissibilité pour 16 admis. À savoir aussi que pour l'année 2018, 700 postes étaient offerts pour les lauréats. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça?
Déjà, le taux de réussite de 2018 s'élevait à 22,7% pour 18,2% en 2021. Les candidats ont moins su répondre aux attentes sur la dernière année. Même si la majorité des admis provient du corps des professeurs certifiés, au niveau du taux de réussite, c'est encore les personnels d'éducation et d'orientation qui se démarquent, 25,2% en 2018. En 2018, 65 fonctionnaires de catégorie A hors EN étaient présents au départ, 16 avaient été admis. En 2021, ça concernait 71 candidats et 6 admis à la fin. Alors oui, c'est peu, et le nombre de candidats est rattrapé par le nombre d'admis. Ceci dit, ça reste une petite augmentation. En plus, ça ne compte que les fonctionnaires, alors il faudrait attendre les résultats de 2022 pour interpréter le nombre de candidats et d'admis au troisième concours. Déjà, on sait qu'il n'y a pas plus de 30 postes offerts. Bref, confirmation largement erronée. Non, les personnels de direction ne sont pas majoritairement issus du privé hors UN, ou même d'un autre ministère. C'est même le contraire, parce qu'entre les professeurs des écoles et les professeurs certifiés, on a déjà 307 admis sur le total de 560. Ensuite, on y ajoute les professeurs agrégés, les PLP et les professeurs de PS. Ça nous donne 410 lauréats parmi les enseignants tous degrés et niveaux confondus, sans compter les directeurs d'école. 410 sur 560 admis. Franchement, est-ce qu'il y a besoin de comparer? On peut aller plus loin pour être sûr. Le portrait des nouveaux personnels de direction du second degré de l'année 2004 rapportait que 8 nouveaux pairs sur 10 étaient d'anciens enseignants, avec toujours les professeurs certifiés puis les professeurs des écoles en bonne représentation, et ensuite les CPE, alors que les autres catégories A et EN étaient dérisoires. Et j'ai moi-même tenté l'expérience en soumettant un sondage sur Twitter. Sur les 86 réponses reçues, le schéma était globalement le même. 47,7% d'enseignants du second degré, 20,9% de professeurs des écoles, 16,3% de CPE, puis les autres fonctions à 15,1%. Évidemment, ce n'est pas aussi représentatif et fiable que les études et les rapports de jury. N'empêche que ça reflète assez bien les chiffres officiels. Le premier pédagogue de l'établissement, un imposteur? Grande méfiance envers un personnel de direction qui n'a jamais enseigné auparavant, qui n'a jamais eu des élèves en charge. Mais en réalité, ce n'est que la surface. Il y a une véritable crainte que le service public d'éducation se dégrade jusqu'à destruction si les équipes de direction venaient à être majoritairement composées d'anciens salariés ou fonctionnaires hors EN, des personnes qui auraient un esprit plus managérial, tourné vers la performance, soit un état d'esprit où décisions et propositions seraient déconnectées du milieu scolaire. Un problème facilité par le manque de terrain auprès des élèves et des enseignants. Dans le premier degré, la question ne se pose pas. Les directeurs d'école sont à la fois directeurs et enseignants, donc ils ont forcément déjà enseigné avant de prendre la fonction de directeur. Par contre, les collèges et lycées fonctionnent différemment. Il n'y a pas qu'une équipe d'enseignants, un directeur d'école, des AESH et des ATSEM, tout ça dans la classe. D'autres fonctions sont régulièrement en lien avec l'élève, en dehors de la classe. D'ailleurs, même si l'élève reste l'élément commun à toutes les équipes, la diversité des métiers du secondaire fait qu'on côtoie autant de pédagogie que de gestion, de pilotage. Nouvelle question. Est-ce que le père dire est voué à devenir un manager, comme dans le privé hors EN? Un point sur le recrutement. Déjà, une grande différence avec les concours d'enseignement ou d'éducation, parce qu'il n'y a aucun concours externe dans le but de limiter le profil des candidats. Le concours interne demeure la principale voie d'accès, forcément. Peu importe d'où vient le candidat, tant qu'il est fonctionnaire de catégorie A et qu'il a effectué au moins 4 années de service dans la fonction publique, il peut se présenter, sauf s'il est en disponibilité. Le concours de la troisième voie a été créé en 2021, alors c'est encore trop tôt pour analyser quoi que ce soit sans les résultats du concours. Ceci dit, on remarque déjà que les conditions sont suffisamment contraignantes pour limiter le nombre de candidats. D'où qu'il vienne, il doit avoir travaillé pendant au moins 8 ans, soit sous contrat de droit privé, soit dans un mandat de membre d'une assemblée de la collectivité territoriale, ou comme responsable d'une association, bénévole ou non. Ici, ça ne concerne ni les fonctionnaires, ni les agents publics, ni les magistrats, ni même les militaires. Il y a d'autres méthodes de recrutement, moins utilisées. Par exemple, la liste d'aptitudes ou le détachement qui implique des conditions là aussi contraignantes. Finalement, ce sont les feux en fonction qu'on retient le plus, ceux dont le contrat est gelé temporairement le temps de leur remplacement. Tout ça, c'est pour l'enseignement public. Et l'enseignement agricole a bien un concours aussi, mais on découvrira les conditions dans un épisode dédié.
À savoir quand même que le personnel de direction est contraint dans sa durée de service. En gros, le minimum de service dans un seul établissement, c'est 3 ans. Après 7 ans dans le même établissement, il faut participer au mouvement, quitte à mettre les vœux les plus délirants et impossibles pour espérer ne pas muter. Par contre, le départ se fait obligatoirement à la fin de la 9e année sur l'établissement, sauf cas exceptionnel, retraite par exemple. Dans le privé, c'est, semble-t-il, assez différent. En fait, tout personnel peut prétendre aux fonctions de perdir selon l'avis du diocèse, et le temps de service n'est pas limité. Un point sur les épreuves du concours. Un tour sur le niveau du diplôme nous apprend qu'en 2021, une majorité d'admis avait un niveau bac+3 ou bac+4. Ça concernait 350 admis, avec 185 autres admis ayant un bac+5. Et étonnamment, on trouve aussi 11 admis avec bac+2 et un avec juste le bac. Est-ce que le concours veut formater des managers? Pas de problème, on a aussi accès à l'origine professionnelle des membres du jury. C'est sans appel une fois de plus. 48,2% du jury est perdir. Ensuite, les IAIPR représentent 12,5% des membres, suivis de près par 10,6% de Dazen. Seul 5,3% du jury est considéré comme extérieur à l'éducation nationale ou à l'enseignement supérieur. Sauf que quand on regarde de plus près la composition, le constat reste le même. Ils ne sont pas tant que ça éloignés du système éducatif. On y trouve une conseillère technique éducation, la directrice nationale de l'UNSS, un directeur national des études et de la pédagogie à la FSEF, des adjoints au secrétariat général d'académie, un chargé de mission. En gros, des personnes qui ne sont pas en relation directe avec l'établissement ou la communauté éducative, mais pas des personnes qu'on pourrait appeler étrangères à l'EN. Est-ce qu'avec l'arrivée du troisième concours, le management va devenir le nouveau mantra du perdir? Exemple simple d'abord. Un master management sectorial responsabilité des établissements éducatifs est disponible depuis 2021 dans une université morbihanaise en tant que complément possible à la préparation du CRPD. Seul prérequis, avoir un bac+3. La formation est prévue en tout distanciel. Et même s'il n'y a que le prérequis du diplôme, la fiche de présentation indique que les publics ciblés ne sont pas que des demandeurs d'emploi ou des étudiants. Il s'agit aussi de salariés, d'agents de la fonction publique, de formateurs et d'enseignants. Ce n'est pas un concours, c'est un diplôme. Mais ce diplôme doit permettre de mieux appréhender le concours. Et le vocabulaire a un sens précis. Management sectoriel, pilotage stratégique et opérationnel sont des mots que l'on emploie dans un établissement scolaire. On continue. La liste des thématiques pour le troisième concours Perdir ouvert en 2022. On y parle de grands chantiers et des défis de l'école, l'organisation administrative des services déconcentrés de la maison, le fonctionnement des établissements, l'encadrement du système éducatif et la responsabilité de l'encadrement dans la gestion des ressources humaines. Clairement, rien qui n'évoque de près ou de loin la pédagogie ou les élèves, mais beaucoup autour du fonctionnement externe et interne, du cadre légal et des réformes, de la hiérarchie, des ressources humaines. Est-ce que les sujets zéro sont dans la même veine? La première épreuve d'admissibilité doit vérifier les connaissances du candidat en 4 heures de composition. Il y était question d'un article de loi sur l'engagement et l'exemplarité des personnels, qui permettrait une meilleure autorité dans la classe. La question, comment, en qualité de perdir, mettre en œuvre les conditions visées dans cet article de loi pour une école de la confiance? Ouais, on parlerait presque de devoir de réserve et de loyauté. La deuxième épreuve d'admissibilité demandait de rédiger une lettre de synthèse qui doit faire adhérer la communauté éducative à la nouvelle politique d'évaluation des établissements. En gros, expliquer de quoi il s'agit et pourquoi c'est une opportunité. Une question de management en fin de compte, avec le terme évaluation qui se rapporte à une observation de résultats, de performance. Suite avec le sujet zéro de l'épreuve d'admission, un oral entre 10 minutes d'exposé et 50 minutes d'entretien. L'exemple de question type pose la mise en situation suivante. Le candidat apprend qu'un enseignant échange avec ses élèves via les réseaux sociaux. Comment gère-t-il la situation? Une question déjà plus centrée sur l'élève et le personnel, hors de toute considération managériale, quoique. Situation crédible qui attend plus qu'une réponse, avec une analyse forcément plus profonde quand on a travaillé dans la maison, quand on connaît les dynamiques et les diverses interprétations possibles. À part pour cette dernière épreuve où les questions peuvent varier d'un bout à l'autre, le reste ne nécessite pas tellement d'avoir mis les pieds sur le terrain, tant que la connaissance a bien été travaillée. Même la note de synthèse sur l'évaluation, on peut prendre appui sur les discours officiels et les ressortir dans le respect de la forme, en y mettant du sien sans aller trop loin. Un point sur la formation.
La formation initiale et continue du lauréat a lieu avec l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, alors que le plan académique de formation permet une préparation au concours interne. Le PERDIR stagiaire a une année de formation avant sa titularisation, faite sur un parcours personnalisé défini en début d'année. La durée minimale ne peut pas aller en dessous de 154 heures. Ensuite, il y a d'autres séances de formation complémentaires selon le profil. Là où c'est intéressant, c'est qu'en plus du stage dans l'établissement, la formation inclut aussi un stage d'ouverture en entreprise, ou toute structure qui ne dépend pas de l'EN, sur au moins 30 heures fractionnables. Stage dans la maison, ça paraît logique, mais stage en entreprise? Le côté libéral face à la fonction publique revient encore, comme s'il y avait un lien entre l'entreprise et le personnel de direction. S'inspirer du fonctionnement de l'un pour le reporter sur l'autre. Côté privé sous contrat, même si la fonction est ouverte sans concours, il existe tout de même un parcours certifiant. C'est le titre de dirigeant des organisations éducatives scolaires et ou de formation. On y entend parler de pilotage global de l'organisation, de pilotage des activités pédagogiques et éducatives, de gestion RH, de représentation sur le plan institutionnel, professionnel et territorial, ou bien de contribution au développement du réseau, de gestion administrative, économique, financière, matérielle et immobilière d'une organisation. La pédagogie y est clairement pas mise en avant. Ceci dit, il est encore courant que d'anciens enseignants devenus perdir assurent encore de l'enseignement. Parfois, il ne s'agit que d'une à 2 heures, ou même un tiers temps prof et le reste du temps perdir. Un point sur la légitimité vue par d'autres. Est-ce qu'un perdir qui n'a jamais enseigné a la légitimité de diriger un établissement? Une question de connaissance de la classe, de l'élève, des missions de l'enseignant. Un non-enseignant aurait plus tendance à faire des propositions totalement hors sol avec le terrain, telles que mettre les heures de langue optionnelles toujours en fin de journée sans comprendre qu'à cette heure-ci, élèves et enseignants sont lessivés et que rien ne sort de ces cours. Ou une salle de permanence totalement autonome, sans comprendre que déjà avec un AED, la pièce peut être affreusement bruyante. Alors sans présence adulte, ça peut vite devenir le souk, avec problème de sécurité en plus. J'exagère volontairement le trait, mais tu vois l'idée. Certaines propositions sont faites sans penser à mal, et ça se règle vite. D'autres ne s'inquiètent tout simplement pas du terrain, de la faisabilité de la chose. Et ce genre de propositions, même d'anciens enseignants ou CPE peuvent les faire. On l'entend aussi pour les enseignants. Même avec le concours, certains en arrivent encore à douter de la légitimité à enseigner. Et c'est la même chose avec le PERDIR. Le CRPD est censé donner la légitimité, mais est-il gage de compétence à diriger un établissement, à avoir autant de pouvoir et d'influence sur toute une communauté éducative? Le concours ne garantit pas que l'on saura résoudre telle situation, que l'on sera à même de comprendre un problème particulier, alors qu'avoir enseigné aura logiquement permis d'être confronté à telle situation, donc une capacité à pouvoir réagir à nouveau. Pourtant, cette capacité n'appartient pas qu'aux seuls enseignants. D'autant que la capacité à enseigner ou à diriger ne vient pas entièrement du concours. Elle vient aussi de l'expérience, du vécu. C'est ce qui fait qu'un enseignant de collège pourra muter sur un poste de sa discipline au lycée, qu'un PE en élémentaire pourra se retrouver en maternelle, et qu'un proviseur de lycée professionnel pourra devenir principal après sa mutation. Tout ceci passe par un élément essentiel, l'adaptation. Ça fait partie de la formation continue, d'une remise en question basée sur les observations et les expériences vécues par chacun. Ensuite, la légitimité d'un PERDIR non enseignant est remise en cause. Mais il faut bien comprendre que l'enseignant n'a accès qu'à une partie de la compréhension. Le CPE a accès à une autre partie, le SANS également, et ainsi de suite. L'enseignant lui-même n'a pas la certitude de tout savoir et de pouvoir réagir adéquatement à toute situation. Et c'est pareil pour tous les métiers en milieu scolaire. Ce qui m'amène au dernier point. La pédagogie, morbleu, la pédagogie. On en revient à cette histoire de premier pédagogue et d'appellation justifiée ou non pour le chef d'établissement. Les personnels de direction ont-ils une légitimité pédagogique? Quand on parle de pédagogie, c'est presque toujours la pédagogie du maître qui délivre la connaissance à ses élèves dans la classe. Dans ce cadre-ci, le personnel de direction n'y a pas sa place. Ce n'est pas lui qui instruit les élèves en cours, pas lui qui enseigne et prend en charge un groupe d'élèves pendant plusieurs heures. D'où des réactions défiantes et mécontentes quand il se mêle de didactique, parce qu'il s'agit bien de didactique, de liberté pédagogique. Et le chef d'établissement n'a pas à remettre en question ni la compétence de l'enseignant, ni le contenu de son cours. Pourtant, c'est assez paradoxal, mais il a bien toute sa place en pédagogie.
Il n'est pas dans la classe, mais il est responsable de la constitution des classes ou des équipes pédagogiques, des emplois du temps, de la répartition des heures. C'est lui qui désigne ou demande à un tel d'être professeur principal ou professeur référent. Lui qui préside la majorité des instances, y compris celle à visée pédagogique. Bien qu'il ne soit pas dans une classe, c'est lui qui organise l'enseignement pour que les enseignants assurent leur mission face aux élèves. Ce qu'on appelle l'organisation pédagogique touche tout le monde, enseignants comme élèves et vie scolaire. Et toutes ces tâches à remplir ne se font pas sans mal. Il y a là une part de gestion, oui, mais aussi une énorme part de pédagogie, d'écoute et de compréhension face aux contraintes de chacun, aux demandes de chacun, à la faisabilité pour les uns et pour les autres, parce que chaque décision et chaque changement impacte toujours plus d'une personne. En ce sens, être pédagogue ne signifie pas seulement savoir enseigner ou transmettre un savoir, c'est aussi savoir adapter une méthode pour garantir la réussite et le bon fonctionnement d'une démarche. Et c'est ce que font les personnels de direction lorsqu'ils ont la connaissance et la compétence. L'un pour comprendre et agir selon les règles et les observations, l'autre pour adapter en fonction de la situation et de tout ce qui l'entoure. L'expression premier pédagogue de l'établissement n'est pas très vraie. La première pédagogie qui vient en tête est bien celle de l'enseignant face à ses élèves. En vérité, aussi une histoire de didactique disciplinaire. Et si on veut aller plus loin, le tout premier pédagogue dans la scolarité serait le professeur des écoles. Et dans le milieu familial, ça serait le parent. En fin de compte, la pédagogie va plus loin que l'enseignant. Elle fait véritablement partie des capacités essentielles à chaque corps de métier en milieu scolaire, parce qu'il ne s'agit pas que d'être pédagogue avec l'élève. C'est aussi un lien permanent entre personnel, élèves, famille et partenaires. Les personnels de direction ne sont pas en charge d'un seul groupe, ils sont en charge de tout un établissement. Maintenir le cap fait partie de leur mission, et la notion de pédagogie ne peut pas se détacher ni de cette mission, ni des qualités requises d'un candidat à la direction. Chef d'établissement ou adjoint, c'est une fonction qui exige d'être à la fois celui qui dirige et celui qui observe, une double casquette cruciale dans la démarche d'analyse. Et aussi grinçant que ça puisse être d'en entendre parler, oui, l'analyse est indispensable pour corriger ce qui manque cruellement, pour adapter. Il n'est dès lors plus question d'affectivité, plus question de se borner à sa propre expérience. En somme, il ne suffit pas d'avoir été enseignant ou CPE pour devenir père dire. Il ne suffit pas d'avoir de l'expérience avec les élèves ou le reste de la communauté, ni de connaître sur le bout des doigts le code de l'éducation et tous les textes et discours officiels. Ça aide, mais ce n'est pas ça le plus important. À trop se dire qu'on sait ce qu'on fait puisqu'on l'a déjà vécu ou qu'on a potassé, la réaction risque de ne pas être adaptée au contexte. Chaque vécu apporte un plus, évidemment, devient un appui important, mais le reste s'apprend avec l'expérience en cours, les nouvelles attributions, et aussi l'acceptation qu'on ne peut pas diriger un établissement si l'on ne regarde que dans une seule direction. Il n'y a jamais ni un seul élève, ni un seul personnel ou une seule famille. C'est tout un ensemble qui compose l'établissement, tout un ensemble qui fait avancer les choses, en bien comme en mal bien sûr. Et cantonner les uns et les autres à une seule fonction, c'est oublier que l'on ne reste jamais au même niveau. Verdict: avoir enseigné n'est pas une obligation pour devenir personnel de direction. Par contre, avoir travaillé en milieu scolaire est une nécessité. Là est toute la différence. L'hôtesse en parle encore et encore, d'une légitimité remise en question en permanence. Comment ne pas comprendre? Méfiance et défiance des personnels envers les autorités et le haut de l'institution ne sont pas vraiment une surprise. Surtout en ces temps où l'éducation nationale a du mal à tenir face aux incessantes réformes et au manque de considération de tous. Que ces réactions soient compréhensibles ne veut pas dire qu'elles soient acceptables dans leur comportement virulent, on est d'accord. Quoi qu'il en soit, rien ne peut justifier la violence de certains propos émis à l'encontre des personnels de direction ou de tout autre personnel de la maison. Mais le fait qu'il y ait autant d'incertitudes face à un père dire non enseignant, c'est aussi dû au gouvernement lui-même. Qui dans notre ministère connaît vraiment le terrain? Qui a déjà enseigné ou pris en charge des élèves? Qui sait et qui a vécu les difficultés que vivent actuellement les personnels? Jean-Michel Blanquer et Papendiaï étaient enseignants, ok, mais enseignants du supérieur, pas du primaire ou du secondaire. Or, les différences y sont énormes, les spécificités aussi. Alors une fois qu'on a constaté le manque de terrain et les décisions complètement déconnectées qui en découlent, on peut bien se dire qu'un chef d'établissement qui n'a pas eu de lien direct avec les élèves dans son parcours, c'est un chef qui risque de prendre les pires décisions, compétent ou non, compréhensif ou non. Perso, ce n'est pas le père dire que je remettrai en cause si je dois me fier à mes propres expériences. C'est bien la politique voulue par le ministère qui oublie qu'on est dans l'instruction et pas dans une entreprise.
Le père dire applique ou non selon les ordres, mais les grandes décisions et les orientations de réforme, elles ont lieu dans l'administration centrale. On préfère le taux de réussite à celui de progression. On préfère la belle vitrine de projet plutôt que les actions de remédiation. On préfère le pas de vague que remettre de l'ordre en passant par des actes certes radicaux, mais qui apaiseraient le climat scolaire. On préfère tout ce qui cache le manque de considération et les conditions de travail désastreuses. Ça, ce n'est pas l'unique fait du personnel de direction. C'est aussi une question de la hiérarchie hors de l'établissement. Et ce n'est pas aussi aisé à combattre, surtout si le perdant en question n'émet pas de désaccord avec la politique en vigueur. C'est aussi le cas dans beaucoup d'établissements. Interroger et comprendre l'éducation nationale. Même pendant les congés, on peut s'y intéresser. Vendredi prochain, même horaire et même endroit, avec cette fois un retour dans le premier degré. Une histoire de philosophie et d'esprit critique dès l'école élémentaire. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.